Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition de votre émission. Alors nous allons continuer à vous entretenir sur la mystique de l'alimentation, mais cette fois-ci nous allons nous pencher sous un tout autre angle que celui que nous avons eu à traiter depuis quelques éditions. Alors je vais laisser le soin au professeur qui m'accompagne, le professeur Emmanuel Glipote, qui va vous donner un peu plus d'explications sur ce sur quoi nous allons vous entretenir ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Agathe. Bonsoir. Un bonsoir renouvelé pour les téléspectateurs du Canada international. Nous allons parler de la mystique de l'alimentation. Nous sommes à la 9e édition. Et aujourd'hui, le principe nutritif, l'alimentation, le principe nutritif et les maladies, nous allons essayer de voir ce que serait le principe nutritif. Comme en médicament, on parlait du principe actif. Nous, on parlait du principe nutritif en alimentation. Et puis, nous voyons à quel moment, quand ce principe nutritif peut nous manquer, nous tombons malades. Et dans ça, nous allons parler des anges, les anges de l'eau, de l'air, de l'eau, et les anges de la mer, la terre, pour essayer de nous apaisantir ou d'expliquer en fait ce que ce principe nutritif peut bien être d'utile à nous. Voilà. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec votre chronique qui va se faire en 2 parties. Vous aurez la réflexion et vous avez également la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Alors, moi, je vais vous demander de vous installer confortablement. Le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir, la première partie. La mystique de l'alimentation et la spiritualité, 9e partie. Principe nutritif, alimentation et maladie. Nous avons relevé que pour qu'on confirme qu'un aliment est spirituel, il faut qu'il y ait mariage entre les composants d'un aliment et ceux de l'organisme. Le fait commence lorsque l'aliment donne l'occasion à l'organisme de s'approprier des éléments ou principes actifs provenant de lui. Ces éléments sont ainsi appelés les nutriments. Ils doivent se dégrader biologiquement pour faire partie du liquide interne en un ensemble de composants homogènes. Ce liquide biologique est appelé scientifiquement et métaphysiquement les humeurs. Par absorption, parce que les cellules de notre organisme baignent dans le dit liquide, qu'elles en seront naturellement nourries. Ces spits ne concernent surtout pas les 2 types d'aliments, l'air et l'eau, mais bien plus celles de la classe négative. Essayons de nous y appesantir. Il s'agit bien sûr des nutriments issus des aliments que nous procure la mer, la terre. Métaphysiquement, c'est pour mettre l'accent sur son côté négatif. Lors de la dernière édition, nous avons souligné que les molécules alimentaires sont ces principes actifs issus des aliments susceptibles d'être de même nature que les atomes ou composants de nos cellules. Si tel est le cas, ce n'est qu'en ce temps-là qu'il y a mariage entre les nutriments et les cellules du corps. Dans l'ensemble, ceci doit se transformer en ions biologiques de même nature grâce à l'intégration de particules de nutriments à la nappe biotique par laquelle les cellules tirent leur nourriture. Cette nappe est appelée humeur. Par ricochet, les nutriments et cellules vont donc devenir indivisibles en toute unicité. On comprend finalement que le système humoral, où baignent naturellement toutes les cellules pour en être nourries, est tout d'abord enrichi par les nutriments. Mais parce que provenant des aliments issus du sol, est-il logique de présenter ceci comme étant négatif? Cela dépend de l'angle vibratoire qui leur influe. Les nutriments ne sont forcément pas négatifs pour le peu qu'ils sont naturels issus de la mère terre dans les conditions naturelles.
Ils ne peuvent s'avérer plus ou moins dangereux que lorsqu'ils sont de provenance douteuse, faisant partie de la culture artificielle à base des engrais, pesticides et autres. La dangerosité d'un tel aliment peut arriver que de deux manières, soit parce qu'il n'a pas d'éléments nutritifs réels, pas du vivant, parce que non cultivé puisque produit quelque part dans une quelconque usine, soit parce que cet aliment aurait été fortement transformé par le feu par exemple, alors qu'il devrait être mangé cru pour garder toute sa vitalité. Il va sans dire que s'alimenter ou manger, c'est nourrir les cellules qui sont des êtres vivants afin de bien entretenir leur vie. La question du choix des aliments, nous l'avons souvent abordée, malgré sa complicité, disons qu'elle concerne la connaissance profonde de ces trois types d'aliments dont nous ne cessons de vous en parler, air, eau et nutriments. L'essentiel étant la connaissance permettant de savoir lesquels de nos aliments ont des éléments vitaux. Par exemple, savoir que l'œuf de l'aviculteur moderne ne produisant jamais de poussins n'est qu'un aliment artificiel, alors que l'œuf de l'aviculteur traditionnel, parce qu'il est naturel et porteur de vie, il en sort naturellement de poussins. Si nous ne mangeons pas la vie et que nous ne nous intéressons que d'aliments à base des calories, au lieu que ces derniers nourrissent notre organisme, sont plutôt du poison. Nos cellules, dans l'ensemble, vont se trouver infectées. La cause première sera les surcharges organiques et autres. La situation finira par se dégrader. La dégradation est donc souvent arrivée suite à l'indigestion, se traduisant en la mère des maladies, autrement appelée la constipation. Le résultat, avec une constipation chronique, l'évolution spirituelle va devenir quasiment impossible. Alors, professeur, vous parlez de ce soir du principe nutritif. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le principe nutritif, c'est l'élément qui est dans le cadre de l'alimentation à base des nutriments, c'est-à-dire ce qui sort du sol, est quelque chose de fondamental qui peut se trouver dans le sens de ce que nous avons l'habitude de dire ici, c'est-à-dire en quantité, en infime quantité, parce que le principe actif, c'est pas d'une pomme, ne serait pas toute la pomme, mais serait la composition de la pomme, même d'un fruit, ne serait pas toutes les parties du fruit, encore que les fruits même ont beaucoup d'atouts à nous donner suffisamment ce principe actif en grande quantité, mais ce ne serait pas la même chose avec les féculents. Si prenons par exemple, si on prend le manioc, on n'aura pas pour un morceau de manioc ou bien une quantité de manioc d'1 kilo, un principe actif égal à 1/10, non, ça sera moins. Alors, auquel cas, l'ensemble de toute cette farine ou ces amidons qui vont aller dans notre corps par le biais de l'alimentation, du moins de l'absorption, vont plutôt faire un cumul. Et c'est ce cumul-là qui peut entraîner parfois des dégâts de rhumatisme par-ci, l'hypertension, le diabète et tout. Donc le principe actif, en fait, c'est quelque chose de très fin, qui ne représente pas grand-chose par rapport à la quantité de nourriture que nous consommons. Donc si nous prenons un plat de riz qui peut être l'équivalent d'1 kilo, 1 kilo, ici il ne s'agit pas d'1 kilo non préparé, mais 1 kilo, déjà la quantité de riz sortie de la marmite, alors il y a des risques qu'on n'ait pas suffisamment de principes actifs dedans. Donc c'est pourquoi il faut en parler. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que nous mangeons souvent. Est-ce qu'on mange essentiellement des bourratifs? Parce que si on prend les choses comme du pain, il n'y a pas de principe actif dedans. C'est des bourratifs. Si on prend les spaghettis,
les pâtes alimentaires et tout, il n'y a pas de principe actif. Parce que le principe actif, c'est quelque chose qui porte la vie. Si nous prenons l'arachide grillé, ça a le principe actif. Parce que l'arachide cru, pas grillé, l'arachide grillé n'a pas de principe actif. Ça a des genres de nutriments qui sont sur la base des calories. Donc, en termes nutritionnels, on parlait de la chaleur. Donc, l'unité de valeur de cette chaleur, c'est ce qu'on appelle les calories. Alors, une calorie, en fait, ne représente pas grand-chose en ce qui concerne ne serait en aucune fois un principe actif. Parce qu'il ne va pas donner la vie. Les calories chauffent le corps et nourrissent le corps par le biais de la chaleur. Et cette chaleur, les cellules en ont besoin pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Mais en matière de spiritualité ou bien de métaphysique, c'est pas ça le principe actif. Ça n'agit pas comme pour donner la vie essentiellement à la cellule. Professeur, tout à l'heure, vous aviez fait le distinguo entre l'arachide cru et le grillé, parce que le grillé serait juste un aliment plein de calories, et pourtant le cru, on a le principe actif. Alors, est-ce à dire que la nourriture que nous avons l'habitude de manger, généralement on fait du riz avec une sauce d'arachide, soit blanche, soit grillée. Alors, cet ensemble, ce repas, est-ce que ce serait quelque chose qui ne nous apporterait quasiment rien sur le plan, parlant du principe nutritif? Bon, alors, disons, ça nécessite que je resitue ma réflexion sur ce problème. Parce que le problème de l'alimentation, c'est quelque chose de phénoménal, d'essentiel, que nous tendons à négliger. C'est-à-dire qu'on se comporte comme si le hasard nous conduit, la grâce et tout ce que nous faisons à vivre et que nous pouvons en vivre ainsi. Alors je dis, le principe actif se situe dans des aliments non transformés, mais aussi dans les aliments transformés. Voilà. Alors, si nous prenons de l'arachide, on grille ça, on fait la sauce, il n'y a pas de principe actif. Mais si nous écrasons de l'arachide, nous en obtenons une farine, comme on peut dire que c'est une poudre, c'est pas la farine d'arachide ou quoi, c'est pas moi, et que nous mettons ça à cuire sans amener ça à fond, parce qu'il y a un degré de chaleur qui peut détruire certains éléments actifs. Donc, le principe actif, la vie dans certains éléments. Bon, je donne un exemple. Si nous avalons les graines d'arachide crues sans les mâcher, il y a des risques que malgré le haut fourneau qu'est le tube digestif, que ce grain d'arachide se retrouve dans le caca et que ça puisse pousser. Parce qu'on ne les a pas broyés, on ne les a pas mangés. Et que si la digestion au niveau de l'estomac n'a pas pu détruire la vie qui était dans ces grains d'arachide arrivés au niveau de l'orifice du bas, l'anus, vont se retrouver quelque part et très rapidement ça va pousser. C'est ce qu'on remarque souvent avec les bébés, je l'ai déjà tant de fois dit ici. Bon, là on a un principe actif qui se fait prévaloir par le fait que la vie est revenue malgré que l'arachide ait traversé le tube digestif de l'œsophage jusqu'à l'anus. Maintenant, si nous faisons une sauce d'arachide, dans l'exemple que tu donnes, de l'arachide cru qu'on a pris dans le champ ou au marché, qu'on a juste lavé, qu'on a nettoyé la poussière, tout ça, on a pu éliminer tout cela, on est resté avec des grains d'arachide propres. On les écrase et on les
cuire sous forme de sauce, mais cette sauce n'est pas à fond cuite. Il y a des possibilités qu'il y ait là des principes actifs. C'est ce qui se passe souvent avec des plantes, dans le cadre de la médecine traditionnelle ou dans le cadre de la médecine, de la phytothérapie. C'est-à-dire qu'il y a des plantes que lorsqu'on les chauffe, on chauffe les feuilles de ces plantes-là. C'est en ces temps-là que la plante, ces feuilles, se débarrasse du principe actif. Et ça colore l'eau. En buvant donc cette eau va permettre de redonner l'équilibre dans l'organisme. C'est ce qui fait la différence entre la thérapie par la médecine alternative, particulièrement par la phytothérapie, et la médecine allopathique qui passe par des principes actifs de produits artificiels qu'on appelle des médicaments, qui ont plutôt la nature à réchauffer le corps. Ça va dans le même sens et à acidifier le corps. Et là, les cellules deviennent bêtes, la douleur se calme, mais la maladie continue. Par contre, le principe actif remédie. L'organisme, au niveau des cellules, apporte des éléments qui font en sorte que les cellules se mettent désormais en harmonie. Et puis, on peut dire que cela entraîne une réparation. C'est pourquoi il faut distinguer le médicament du remède. Le remède, c'est ce qui a un principe actif qui fait cesser le désordre qu'il y a dans le corps, ce désordre qu'on va appeler plus tard la maladie. Pendant ce temps, le médicament n'a pas un principe actif à mettre de l'ordre, mais plutôt à anesthésier. D'où les antalgiques, les sédatifs, les morphines et tout. C'est des éléments pour anesthésier la douleur. Et pendant ce temps, la maladie continue à faire son petit bonhomme de chemin. Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez également parlé, dans votre chronique, bien sûr, des humeurs. Vous nous parlez même du système humoral. Donc, quand vous parlez des humeurs, il s'agit de quoi exactement? Alors, les humeurs, on a l'habitude de dire que je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Bon, mais là, c'est la littérature. Je ne suis pas de bonne humeur et puis... Mais on dit aussi, ne fais pas ce que ma bile monte. Mais ça, c'est l'humeur. Là, l'humeur de la bile là, correspond directement à bilier, qui est en rapport avec un organe qu'on appelle le foie. Alors, c'est pourquoi on dit, ne fais pas monter la bile. Les biliers sont en quelque sorte des personnes un peu, disons, nerveux, un peu, disons, autoritaires, qui peuvent par moments se mettre facilement en colère. Voilà. Donc, c'est des études, puisque nous y allons, c'est des études qui amènent à ce que le tempérament de l'être humain cadre avec l'analyse du tempérament de l'être humain, cadre avec les types ou les genres de maladies que la personne peut développer. Et aussi, on peut donc dire que dans l'alimentation, peut-être qu'on le verra très très prochainement, il y a des aliments que par rapport à ces humeurs. Les humeurs aussi, nous avons d'abord l'humeur, dans l'ancien temps, on parlait du sang, du sérum et la lymphe. Donc ce que serait la nappe phréatique pour la plante lorsqu'on parlait de l'eau, des nappes d'eau et que les plantes utilisent pour leur vie. Alors chez l'homme, c'est là les humeurs. Donc le soubassement du liquide biologique et qui permet, où toutes les cellules y sont baignées et qui nourrissent dans le même temps les cellules. Alors c'est ça le système humoral. Et ce système-là doit être minutieusement étudié pour pouvoir comprendre le fonctionnement
de l'organisme et à quel moment l'organisme peut passer d'un état à l'autre, donc d'un état équilibré à un état déséquilibré. C'est ces déséquilibres-là qu'on constate ou qu'on constate sous forme de maladie et que nous on appelle la dégradation. La dégradation, c'est-à-dire que le corps se dégrade, ça peut aller au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré lorsque on atteint le seuil des cancers. Voilà. Alors pour ça, vous avez dit tout à l'heure que quand on parle d'humeur, il s'agit de cette humeur-là qui correspond à l'expression selon laquelle ne me fait pas monter la bile. Donc je suppose qu'il y aurait d'autres humeurs, puisqu'il ne s'agit pas de l'humeur que nous Oui, connaissons. il y a les humeurs lymphatiques, il y a les humeurs mélancoliques, il y a tout un tas d'humeurs. Je pense que je ne suis pas bien placé ce soir à tout parler parce que moi, je suis une tête vide. Quand je veux venir à l'émission, j'ai chargé ça un peu. Et puis, c'est ce peu-là que je dégage. Parce que je ne pense pas qu'il faut s'exhiber intellectuellement lorsque on a à communiquer avec des gens. Parce que parmi les gens qui nous suivent, il y en a qui ont fait aussi des études. Il y en a qui font aussi dans la métaphysique et tout. Donc, il faut pas être arrogant ou bien parce qu'on t'a donné l'occasion de faire écouter les choses aux gens que tu vas aller dans tous les sens. Les humeurs, on va en parler. On va même en parler en profondeur. J'ai commencé par dire que c'est le sang, le sérum et la lymphe. En fait, aujourd'hui, dans les universités, on ne parle plus des sérums parce que le sérum, on en fabrique. Alors, mais on ne fabrique pas encore la lymphe ni le sang. Peut-être un jour, on ne parlera même plus jamais des humeurs parce qu'il n'y aura plus matière à parler du sang et tout, puisque tout ce qui rentre dans l'industrie, ayant pour contrepartie gagner de l'argent, on semble ne plus vouloir faire croire à ce que les gens sachent que naturellement ces choses-là existent. Donc le sang, le sérum et la lymphe, c'est ça les trois piliers des humeurs. Voilà. Et là-dedans, je disais, nous tous, nous n'avons pas le même sang. On l'a dit au cours de l'une des éditions, que même en mangeant les mêmes nourritures, nous n'aurons pas le même sang. À quelle forte raison que nous mangeons des nourritures différentes. Je suis même allé plus loin en disant qu'il y a de bonnes raisons que la perfusion n'aille pas avec tout le monde, la transfusion sanguine n'aille pas avec tout le monde, pour la simple raison que nous n'avons pas le même sang. Voilà, c'est autant de choses qui nécessitent donc on essaie de nous agripper sur les connaissances, parce que la connaissance s'acquiert, ça ne se donne pas, et que le système où on vend, soi-disant la connaissance, c'est un système inféodé par un esprit, par une hégémonie, par des normes. Et les normes, tout cela dépend d'une certaine classe de personnes qui se tient au sommet et qui sont en même temps des prédateurs ou des prédatrices, c'est pas moi, de notre planète et qui ne sont pas là pour former la masse à s'auto-prendre en charge, c'est-à-dire le genre d'amener à ce que les gens comprennent qu'en mangeant comme ceci ou comme cela, on peut ne plus tomber malade. Si on va aller jusqu'à ce niveau, les hôpitaux vont fermer, les pharmacies vont fermer, mais qui auront à peiner derrière tout ça, c'est les industriels. Et si l'industrie ferme aujourd'hui, les pays comme les États-Unis n'existeront plus, parce que leur pouvoir passe par cette industrie-là, et surtout l'industrie pharmaceutique, qui est la plus grande industrie mondiale en termes de dollars. Voilà. Alors, professeur, expliquez-nous la relation qui existe entre l'alimentation et cette fameuse, ou alors ces fameuses humeurs. Alors l'alimentation, c'est qu'il y a des aliments qui sont déterminés, du moins qui sont classifiés selon les humeurs. Voilà. C'est-à-dire il y a des plantes qui sont pour les 4 éléments, les 4 tempéraments, je vais dire, et qui sont tels que nécessaires pour l'alimentation, certaines plantes, d'autres pour la réparation des désordres qui arrivent dans le corps. Toutefois, nous savons que manger, c'est vivre.
Nous devrions donc comprendre que manger, c'est se soigner aussi. Parce que manger ne saurait être seulement que vivre. Auquel cas le lait sera en train de faire vivre les gens. Auquel cas le pain, les hamburgers, et tout ce qu'il y a du supermarché serait nécessaire à consommer et on ne tomberait jamais malade. Justement, on est malade parce que nous ne mangeons pas selon notre tempérament. On va y arriver. Hein? Si nous mangeons selon notre tempérament, nous allons manger des choses qui atténuent notre colère ou notre, comment dirais-je, notre état d'amorphe, notre stress, notre désinvoltude, c'est-à-dire tout ce qui va avec notre tempérament, on serait en train de manger comme il se doit, qu'il n'y aurait pas des personnes qui sont de nature à aller dans les débordements. Parce que tout cela devrait être étudié à la base. Mais maintenant, s'il faut nourrir les gens comme ça, nous allons retourner tous au village et commencer à vivre dans la forêt, où là maintenant chacun va cueillir les fruits qui correspondent à son tempérament, hein, à sa nature et à sa saison. Parce que dans tout cela, il y a des saisons des mangues. Si votre tempérament ne va pas avec le mangue, vous en prenez, vous allez en quelque sorte attraper une diarrhée. Et cette diarrhée peut paraître très bizarre parce que ça deviendra une maladie. Par contre, celui qui est bien avec cette plante aura la même diarrhée, mais sa diarrhée sera salutaire. C'est-à-dire, ça sera là pour déblayer son tube digestif. Voilà. Mais, professeur, vous dites tantôt que il faut, avec la nutrition, c'est fonction des humeurs, des tempéraments. Mais est-ce que actuellement, parce que le plus souvent, et je suis sûre que nous ne connaissons pas ce que c'est que les tempéraments, les humeurs, quoi manger selon notre tempérament. Bon, nous sommes dans une logique où on mange tout ce qui nous tombe sous la main. Alors, puisque c'est ce que nous faisons, est-ce que l'air, l'aliment positif, l'aliment neutre, ne serait pas bénéfique pour nous aider à épurer, étant donné que nous ne maîtrisons pas l'aliment qu'il faut manger, la plante qu'il faut manger en fonction de notre tempérament? Mais moi, je crois que la question est une réponse. Ah bon? Oui, parce que nous avons toujours dit que les nutriments qui sont issus des aliments venant du sol, c'est-à-dire des produits vivriers, des produits maraîchers, les produits de notre mère, la terre, sont négatifs. C'est-à-dire ces aliments-là sont d'un taux vibratoire négatif. Maintenant, comment nous y sommes en train d'expliquer, nous sommes en train d'expliquer les nutriments, ces deux éditions, parce que nous avons expliqué aussi longuement les aliments positifs, et neutres. On a accordé un certain nombre de temps dans ces autres éditions que nous avons eu à proposer. Alors maintenant nous parlons des nutriments essentiellement. Alors, mais parlant des nutriments, on a dit que dans les nutriments, il y a le côté positif des nutriments et le côté négatif des nutriments. Et il y a des non-nutriments, c'est-à-dire l'inexistence des nutriments en fait. Le côté positif des nutriments, c'est d'abord manger ce qu'il faut manger. Bon, maintenant, par rapport à son tempérament, c'est pas ce que nous avons aujourd'hui dans cette édition. Nous allons venir avec, ayant minutieusement élaboré ça, pour mieux faire comprendre ça aux gens, parce que si je me mets à expliquer ça là maintenant, moi-même, je n'aurai pas tellement d'éléments explicatifs qui permettent à ce que les gens comprennent vite. Moi, j'aime préparer les éléments comme on fait un cours, où on prépare bien son cours, et puis là, quand on pose des questions, c'est pour qu'on comprenne. Alors, donc, les éléments actifs de notre principe nutritif, du moins qui cadre avec le principe nutritif, qui passe par les aliments,
à travers les nutriments qui s'y dégagent, sont des éléments que nous avons de deux catégories. Il y en a qui sont parce que nous avons mangé comme c'est fait. Par exemple, ce qui doit se manger cru, doit se manger cru. Ce qui doit se manger cuit, doit se manger cru. Cuit. On ne saurait prendre le feu, c'est pas moi, de manioc, et commencer à les mâcher. Non, si on veut obtenir quelque chose de feuilles de manioc, sans toutefois les cuisiner, on sera obligé de faire mixer, c'est-à-dire d'obtenir le jus des feuilles de manioc en les pressant, en amenant à ce que ce jus-là soit pressé. Mais là, on a d'autres vibrations de ce principe nutritif de ce feuille de manioc qui vont dans le sens où, à les mélanger avec le jaune de l'œuf, vous pouvez améliorer votre taux d'hémoglobine, de globules rouges de sang. C'est-à-dire que vous allez améliorer la production du sang. Donc ça pourrait être un remède pour les anémies. Oui, pour les anémies. Ça peut aussi être fait à partir du jus de noix de palme qu'on a toujours extrait à l'état froid, c'est-à-dire sans chauffer, de son jus. Là, on a un produit oléagineux en ces temps-là qui produit un jus. On n'a pas l'huile de palme, mais on a plutôt le jus de noix de palme qu'on va associer également avec le jus de feuilles de manioc pour purger l'enfant et par ricochet lui faire boire un tout petit peu. Et là, ça va résoudre un certain nombre de problèmes, surtout au niveau du côlon, une indigestion ou une maladie légère rougeole. Mais c'est des produits qui entrent dans le corps pour alimenter le corps. Donc on peut dire que si on met ça par la bouche, on a alimenté le corps. Mais si on met ça par voie anale, on n'a pas alimenté le corps. C'est faux, on a alimenté le corps. Parce que ça, par voie anale, ça va corriger le dysfonctionnement de l'appendice qui commençait à provoquer des douleurs du ventre, qui peut amener à ce qu'on aille se faire couper l'appendice sous prétexte que c'est malade, c'est l'appendicite, ou bien c'est inflammé ou quoi, pour rien. Donc il y a une manière d'alimenter le corps par beaucoup de voies. Parce que nous, on présume que il faut, au jour d'aujourd'hui, commencer à donner des cours qui vont permettre à ce que les gens sachent pourquoi on boit de l'eau et à quel moment boire de l'eau lorsqu'on a une maladie et quels sont les genres de thérapies, de pathologies, voilà, dont de maladies qui sont concernées par la consommation de l'eau. Ici, on a d'abord la consommation de l'eau. Et il y a aussi les bains d'eau. Dans le cadre de l'hydrothérapie, vous avez des bains d'eau. Donc, en fait, on peut alimenter le corps tant de l'extérieur que de l'intérieur. Parce que il y a des choses dans la nature que si vous êtes plongé dans ces choses, vous êtes en train d'alimenter le corps. Mais on va dire, vous êtes en train de vous soigner. Comme plonger dans de l'eau, pour nager, mais peut-être pas pour nager, ou plonger dans la boue. Carrément, un bain de boue, que nos amis éléphants font régulièrement pour se débarrasser des parasites et pour revitaliser leur organisme. Et se mettre dans un bain de boue, pas possible. Et le porc, alors, c'est son travail. Il se lave de cette boue-là, il se sèche au soleil. Après, son pelage devient totalement propre. Bon, c'est des choses qu'on voit, mais on n'y remarque rien. Parce qu'on nous a dit que certaines choses ne sont pas bien. On nous a dit ça, par exemple, pourquoi on blanchit le sucre? Mais juste pour l'œil. Pendant ce temps, le sucre blanc rend plus malade que le sucre roux. Donc le sucre à l'état brut. Lorsque on peut cuire la canne à sucre, on obtient quelque chose d'un peu noir.
d'un peu marron. C'est ça qui est nécessaire à consommer. Mais ce sucre-là va noircir le liquide dans lequel il sera plongé. Et puis on va dire que l'eau là n'est plus propre. Elle est déjà noire. Elle est déjà noire, donc c'est la saleté. C'est ça qui amène qu'on blanchisse le sucre. Et en blanchissant le sucre, alors, on a rendu le sucre un élément négatif au point à rendre malade jusqu'à provoquer des cancers chez les humains. Mais cela ne gêne personne au jour d'aujourd'hui. On est habitué à ces sucres. Au point où le retour aux sources a amené qu'on commence à parler du sucre roux. Et le sucre roux qui n'a pas subi tout le mécanisme jusqu'à la fin de la production, se vend plus cher alors qu'on n'a rien ajouté à ces sucres. Ça devrait se vendre moins cher. C'est devenu aujourd'hui un sucre de luxe. Voilà, c'est comme ça la bêtise des gens qui ne comprennent rien et ceux qui sont des prédateurs de notre société nous malmènent comme ils veulent. Pour ça, nous allons prendre la deuxième partie de la chronique et nous allons revenir pour parler de la constipation et bien sûr des anges de l'air et de l'eau qui constituent le titre et le thème de la deuxième partie de cette chronique. Les anges de l'air, de l'eau. Parce que nous sommes des êtres mortels que nous ne pouvons pas comprendre la parole de vie qui se cache derrière le principe de l'alimentation spirituelle. Aussi parce que nous avons hérité la parole de mort, que nous sommes restés sans vie, c'est-à-dire dans l'ignorance qui nous empêche de connaître les lois de la nature, les lois de Dieu. D'ailleurs, même les Écritures qui enseignent ces lois de Dieu nous divisent quand bien même elles sont à notre portée. Sinon, où sont ces Écritures? Comment mieux les lire et les comprendre? Justement, il est difficile de répondre à ces questions. Du point de vue métaphysique, le rôle de l'alimentation concerne peu l'appétit qu'elle procure. Sinon, cela va paraître que l'homme n'est qu'un simple réfugié sur cette planète, la Terre, et que les aliments qui cadrent à son alimentation ne seraient que des éléments de subsistance destinés pour sa survie. Il peine à comprendre le rôle de l'alimentation dans sa vie terrestre. Parce que si des fois on reconnaît que nous mangeons pour vivre et que vivre pour manger est une défectuosité à éviter, il va sans dire que nous devons chercher à comprendre la mystique de l'alimentation qui nous plongerait dans les ténèbres et nous aveugle. Devenus donc aveugles, nous perdons le temps de vouloir fixer nos yeux sur les Écritures car nous y voyons que la lettre morte. Si nos actes ne nous permettent pas d'avoir le démenti vis-à-vis de ce faux héritage spirituel, nous continuerons dans tout notre orgueil vis-à-vis de notre alimentation, pas vraiment spirituelle, étant donné que nous ne saurons jamais jusque-là comment respecter les lois de la nature. Car tout en restant dans la gourmandise et la brèverie avec de boissons et autres formes d'excès, la recherche du luxe et de la richesse, les portes du monde de la lumière nous resteront fermées. La bête de la haine contre nos ennemis, la rivalité et la jalousie ne cesseront de nous accompagner. Nous ne saurons jamais comment nous débarrasser de tous ces vices tant que notre sang continue à être souillé, abominé par des déchets installés dans notre corps, en notre esprit, notre âme étant en premier souillée à cause du manque d'hygiène alimentaire et d'hygiène de vie. Cela dit, nous pensons qu'un jour viendra où nous allons regagner la confiance des anges de l'air du Père Céleste, des anges de l'eau, de même les anges de la mer, la terre. Ce jour où la bête nous quittera, l'ange de l'air purifiera notre cerveau et celui de l'eau nous débarrassera de toute impureté, souillure, maladie de toutes sortes. Et l'ange de la mer, la terre, va nous bercer dans ses bras, établissant notre équilibre de santé en une sorte de bien-être total, aussi longtemps que très souvent nous allons nous mettre en mouvement d'air et d'eau en y émettant à dessein nos cellules de manière globale. La gourmandise, la beuverie et toute autre forme d'excès pourrait nous conduire
à ce que vous aviez appelé la mère des maladies, autrement appelée la constipation. Parlons-en, de quoi s'agit-il exactement? Alors, la constipation, c'est une preuve qu'on ne mange pas bien. La constipation, c'est aussi quelque chose de très compliqué à accepter qu'on est constipé. Beaucoup de gens savent qu'ils ne sont pas constipés parce qu'ils réussissent à faire les selles tous les jours. Certains au lever du lit. Dès qu'il se lève le matin, pendant qu'il prend son bain, défèque. Mais les quantités de sel ne correspondent à rien par rapport aux quantités de nourriture mangées à la veille. Parce que nous mangeons par jour au moins 1 kilo de nourriture. Pour ceux qui en ont des moyens, et ceux qui en ont même abondamment de moyens mangent des kilos de repas par jour. Au moins de déféquer, c'est à peine quelques grammes qu'ils défèquent seulement. On peut expliquer ça comment? C'est inexplicable. Parce que si vous mangez un plat de riz, où il y avait la sauce, les morceaux de viande ou du poisson, peut-être accompagné des frites de pommes ou des frites de plantain, pour les jeunes filles, les frites ne manquent jamais parce qu'elles aiment trop du sucré. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le lendemain, soit que vous ne fassiez pas de sel du tout, ou que vous fassiez un peu de sel. Vous avez déjà peut-être pris 1,5 kg le lundi. Le mardi, vous prenez 1,5 kg ou 2 kg parce que ça dépend. Vous pouvez prendre moins d'1 kilo, ça dépend. Mais si vous avez vos moyens, vous avez les mêmes types de repas, donc vous avez vos 1,5 kg tous les jours. Alors, au bout de 10 jours, vous avez 15 kilos de nourriture. Mais chaque jour, vous déféquez à peine 300 grammes, à peine 100 grammes, à peine 400 grammes, à peine 500 grammes, quand vous déféquez beaucoup. Alors, ce qui va se passer, c'est que le cumul de tout cela va abonder le côlon, c'est-à-dire va jusqu'au niveau où le côlon va devenir un dépotoir. Et dans ces dépotoirs va se constituer un désordre, moins va permettre à ce que démarre quelque part un certain désordre. C'est pourquoi on doit considérer la constipation comme étant la mère de la maladie. Maintenant donc, à quel moment on peut dire qu'on n'est pas constipé et comment peut-on dire qu'on est constipé? Médicalement parlant, selon ce que j'ai l'habitude de suivre, les médecins disent 3 jours pour être constipé. Si vous faites des selles une fois tous les 3 jours, c'est que vous êtes... Non, vous n'êtes pas constipé. C'est-à-dire vous faites 1 jour, 2 jours, 3e jour, vous faites des selles, vous n'êtes pas constipé. Ça veut donc dire que manger un bœuf ou un veau pendant les 3 jours, bien répartis, et que vous faites des selles seulement au 3e jour, vous n'êtes pas constipé. Nous, en médecine alternative, ou particulièrement dans le domaine dont nous défendons les causes ici, la métaphysique, il faut que le tube digestif soit toujours propre, qu'il soit vide. Qu'on a toujours, quand on quitte la table, qu'on ait l'impression qu'on a encore envie de manger. Pas contrairement à ce que c'est parce que on est à table, on a mangé, on est rassasié, mais on est en train de prendre d'autres choses qu'on va appeler dessert. Et pendant ce temps, les choses qu'on prend ne sont pas si légères. On peut prendre des fruits tels que des prunes, et qui sont bien cuites également avec les bâtons de manioc, alors qu'on a mangé un plat de riz, on a mangé le plantain, on a mangé les ignames, pendant ce temps avec des viandes, avec des sauces de dolé et tout cela. Et voilà qu'on prend encore le dessert, qui est un autre repas. Et là, le bonhomme, le lendemain, ne fait même pas les selles. Et il y a des gens, il fait tout un mois, il ne fait pas les selles, et mange toujours. C'est-à-dire qu'il a toujours faim. Comme s'il
était vidé de son estomac et vidé même de son gros intestin, tout son tube digestif serait vidé. Alors, donc, la constipation est un facteur de maladie. C'est d'ailleurs la mère de maladie. La constipation en elle-même n'est pas une maladie en tant que telle, comme le serait le cancer. Mais c'est grâce à la constipation qu'on aura le cancer. C'est grâce à la constipation qu'on aura l'hépatite. C'est grâce à la constipation qu'on aura le sida. Bon, alors, parce que qu'est-ce qu'on va appeler sida en ce temps-là? C'est la défaillance du système immunitaire. Cette défaillance du système immunitaire est une défaillance qui passe par le fait que la constipation a produit des lipides qui sont restés, parce que si vous prenez par exemple la constipation pour ceux qui en prennent beaucoup, et ceux qui prennent beaucoup d'huile, déjà ce qui est des déchets qui sont restés longtemps dans le tube digestif au niveau de l'intestin grêle et surtout au niveau du côlon, vont se dessécher de toute son huile, parce que même les protéines, même les protéines de tout ça, même les glucides et tout, deviennent des graisses, des huiles, des graisses et tout. Alors, maintenant, ça va remonter au niveau du foie. Le foie va envoyer ça dans le sang, on peut développer les filaires, on peut développer les fièvres, on peut développer des petites maladies au départ, quoi, qui signalent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme pour dire le corps parle, dont la maladie dit. Alors, on ne va pas écouter ce que dit le corps, on aura l'impression que rien ne va mal, mais on est seulement mal en point, dont les médicaments peuvent bien servir pour essayer de retrouver l'équilibre. Pourtant, il y a un rejet de quelque chose qui se passe par le fait que ce que vous mangez, il y a des choses qui ne sortent pas et il y a un trop-plein. Et c'est ce trop-plein-là qui va se transformer en n'importe quelle maladie. Donc, la constipation elle-même n'est pas si grave que la maladie qui en découlerait, du moins qui viendrait du fait de ne pas digérer dans les bonnes conditions. Alors, professeur, comment éviter à ne pas arriver au point où la constipation donne naissance ou alors attire d'autres maladies? Il faut éviter d'abord de ne pas être constipé, parce que si vous êtes constipé, vous pouvez avoir les hémorroïdes, déjà, pour ne pas aller loin. Et si vous avez les hémorroïdes et que vous ne comprenez pas que cela est dû à la constipation, un jour, vous allez terminer par une chirurgie. La constipation peut provoquer des fistules au niveau anal. Donc, c'est-à-dire qu'un trou qui part de l'extérieur vers l'intérieur de la zone anale, donc de l'anus. Ce trou-là va débiter des liquides tout le temps, qui ne sont pas forcément du pu, mais qui ne sont pas comme les urines non plus. La constipation peut... là, je parlais des maladies qui, à partir même de la constipation, on peut facilement les distinguer, au-delà du fait qu'une fièvre proviendrait de la constipation. À force de boire des médicaments, vous devenez paludéen. Maintenant, comment faire pour ne plus être constipé? D'abord, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut bien respirer. Il faut une cure de respiration tous les matins. Vous prenez votre cure de respiration, vous prenez de l'eau chaude, un bon verre d'eau chaude sans miel, sans sucre. Et puis vous prenez plus d'1 litre d'eau par la suite de la température de l'air ambiant. Et à partir de cette méthode, avec une petite gymnastique matinale, vous aviez la possibilité d'aller au sel dès le matin. Vous n'alliez jamais au sel le matin. Ça commence d'abord par là. Maintenant, il faut éviter de manger tout ce que vous n'arrivez pas à digérer. Parce que
ce n'est pas possible qu'au cours d'une émission, qu'on donne un régime alimentaire aux gens, qui soit commun à tout le monde. C'est impossible. Chaque individu a son régime alimentaire. Et déjà, ça veut dire que à ce qui l'intéresse à manger. C'est dans ce qui t'intéresse à manger qu'on doit apporter des corrections. Et derrière ce qui t'intéresse à manger, il y a les quantités à manger. C'est dans ces quantités-là qu'il faut apporter des corrections. Et là, il faut que la personne qui vient à se faire conseiller, qui vient pour consulter, pour qu'elle soit conseillée, soit aussi franche, qu'elle essaye de dire la vérité. Parce qu'il y a les gens, ils mangent 2 plats, bien bombés, alors qu'il devrait manger qu'un seul, il te dit que lui ne mange pas beaucoup. Un autre mange 4 plats. Et est en train de regarder comment les autres mangent en disant ils ont mangé plus que lui. Parce que quand il mange un plat, il ne voit pas qu'il a mangé. Il mange un deuxième plat, il ne voit pas qu'il a mangé. Il mange un troisième plat, il ne voit pas. C'est au 4e plat qu'il dit mais attends, mais je suis en train de manger là aujourd'hui. Donc c'est comme si on lui servait des plats, il était aveugle. Et lui, il ne faisait que manger. Donc, il y a ces problèmes, même au niveau des enfants. Il y a des enfants, quand ils mangent, il dit que lui, il ne mange pas beaucoup. Mais toi, le père, tu vois comment l'enfant la mange par rapport à d'autres enfants, de la maison, même pas à le comparer à d'autres enfants. Et il prend l'habitude comme ça qu'il s'exhibe alimentairement. Et puis, quand il commence à prendre du poids avec de l'âge, il est hors de question que le poids la recule. Parce qu'il y a des gens qui prennent du temps à développer un poids. Il y en a qui naissent dodus et maintiennent leur poids comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui commencent à avoir le poids à plus de 50 ans. Et là, c'est un cumul de déchets de plus de 40 ans. Parce qu'à partir de 10 ans, la personne commence à manger beaucoup. Mais on ne voit pas le poids. Son ventre ne pousse pas, il n'y a rien. C'est à partir de 50 ans, 55 ans, alors que le corps n'a plus assez de force, qu'on prend du volume. Voilà. Alors, professeur, combien de fois devrons-nous aller au ciel pour être Alors, sûr? naturellement, on doit aller au ciel autant de fois qu'on mange. Voilà. Ça veut dire quoi? Si vous mangez un repas par jour, vous pouvez faire une fois le sel, mais là, il faut dire quel repas vous avez mangé. Parce que si vous avez mangé 1 kilo de repas, il faut faire au moins 3 fois le sel dans la journée. Si à midi, moi je parle de la journée, c'est-à-dire 24 heures. C'est-à-dire si à midi vous avez mangé, disons 2 plats qui sont l'équivalent de 1,5 kg de nourriture. Alors, il faut qu'avant le soir, que vous ayez fait le sel au moins 2 fois. Et que le lendemain, avant midi, vous ayez fait le sel au moins 2 fois encore. Et là, vous aviez le ventre vide. Et c'est après avoir fait le sel qu'il faut encore manger. Parce qu'il faut aussi perdre l'habitude de manger alors qu'on n'a pas fait le sel. Si depuis le matin, vous n'avez pas fait le sel, ne mangez pas. Prenez à la limite un fruit, mais ce fruit-là, une tranche d'ananas, je ne sais pas quoi, doit être bien mâché pour que ça busque un peu. Après avoir fait tout ces tralala, respiration, cure d'eau et tout, là vous prenez une tranche de fruit et puis vous attendez que la famine vienne. Même si vous n'avez pas encore fait le sel, là vous pouvez manger. Voilà. D'accord. Professeur, moi j'aimerais également savoir, une fois que nous avons mangé, est-ce qu'il nous est permis, parce que je prends le cas de quelqu'un qui, disons, tous les jours prend un repas par jour, et vraiment dans les infimes quantités. Alors, est-ce que cette personne pourrait se retrouver à ne pas faire des selles du tout et être constipée? Oui. C'est pas parce que vous mangez peu que vous ne devez pas déféquer, vous devez faire le sel. Si vous habituez votre organisme que vous mangez peu, au bout d'un moment, vous avez commencé à faire le sel.
C'est la transition entre trop manger, donc trop surcharger son tube digestif et ne plus en surcharger beaucoup, qui peut faire en sorte que à manger vous ne faites même plus du tout de sel. Mais en réalité, si vous voulez changer les quantités de nourriture, le nombre de fois que vous devez prendre, que vous prenez votre repas désormais par rapport à ce qui était avant, sachez que vous devez aussi procéder par des méthodes d'accompagnement. Donc vous accélérez le cure de respiration, vous accélérez la prise d'eau et vous accélérez même des mouvements qui vont dans le sens à transpirer un peu, mais bien meublé d'une bonne dose de respiration rythmique, inspire et expire, rétention d'air pendant un temps sans s'incommoder et expirer. Vous inspirez, vous restez pendant un temps sans s'incommoder et puis vous expirez, ainsi de suite. Vous le faites pendant que vous marchez et tout. Et puis vous faites la pression dans votre tube, au niveau de votre tube digestif en faisant ces respirations. C'est-à-dire vous avez l'imagination qui va vers le fait que vous faites ça pour que vous déféquez, vous allez déféquer. Parce que l'esprit guérit. Et là, lorsque vous donnez les consignes à votre esprit d'agir, le corps va obéir. Alors, pour ça, nous saurions parler de constipation sans parler de ces manifestations. Est-ce que le seul fait de ne pas aller au sel serait la seule caractéristique, la seule manifestation de la constipation? Alors, je crois que la constipation peut d'abord commencer par là. C'est-à-dire, vous n'allez pas au sel. Il y a des gens qui n'ont aucun problème. Il ne va pas au sel un jour, 2 jours, une semaine, il n'a aucun problème. Il mange et boit de l'eau normalement. Bon, il ne boit pas de l'eau régulièrement. C'est des gens qui peuvent passer toute la journée sans boire de l'eau, sans s'en rendre compte. Maintenant, il y a aussi que, parce que vous êtes constipé, vous avez mal au ventre. Dès que vous faites caca, directement, le mal de ventre se calme. Dès que le mal de ventre, le mal de ventre commence, vous remarquez qu'au bout d'un temps, les caca vont venir. Ces caca-là ne sont jamais liquides, ne sont jamais pâteuses, sont régulièrement soit sortent en cacahuète avec parfois une pression au niveau de l'anus jusqu'à se faire mal, ou un gros morceau qu'on peut ramasser en main sans se salir la main, totalement sec. Alors, à partir de là, c'est toujours une constipation accompagnée des signes de douleur, une indigestion prononcée dans le sens de la douleur qu'on ressent, alors que certaines constipations, la douleur ne se met pas en surface, on a l'impression qu'on est même à l'état normal. Et il y a aussi que la constipation peut avoir un autre problème, c'est que vous sentez comme si votre ventre pesait. Alors, vous avez envie de vous purger. Parce que vous êtes vraiment mal à l'aise. Ça ne fait pas mal, mais vous respirez à peine. Bon. Donc, on parlait en ce temps-là de ballonnement. Voilà, vous êtes ballonné. Voilà. Il y a beaucoup d'autres signes, mais là, je dégage ces quelques signes. Alors, à quel moment on peut avoir besoin des anges de l'air, de l'eau, quand on est constipé? Alors, on commence par les anges de l'air. Les anges de l'air, c'est d'abord un état d'esprit qui va dans le sens que vous devez respirer pour oxygéner votre cerveau, pour améliorer votre circulation sanguine. Donc la respiration se passe comme une cure, en même temps comme un aliment. Pendant ce temps, vous êtes dans une situation où l'eau est nécessaire. Donc les deux vont de pair ou s'accompagnent, l'un complète l'action de l'autre. Bref, les anges de l'air, c'est
quelque chose qui va avec l'adoption de la respiration comme aliment de purification. Donc, vous invoquez les vibrations qui sont de nature céleste à venir vous purifier. C'est ce qu'on entend par ange de l'air, parce que ce n'est pas quelqu'un qui vole avec des ailes qui vient vers vous et vous apporter, c'est pas moi, de l'oxygène au nez en vous soufflant le nez, non. Ce n'est non plus juste un état d'esprit, mais c'est un besoin de ressentir quelque chose qui vous apporte suffisamment du respire de la substance dans ces sens, la substance du respire. Voilà. Et les anges de l'eau? Les anges de l'eau, souvent, Jésus disait, pour ceux qui ont lu l'évangile de la paix, il disait que par moment, il faut tremper les pieds dans l'eau, dans un cours d'eau, et rester pendant toute une journée sans manger, et ne boire que cette eau qui coule. Et aller même au-delà d'une journée si possible, si vous n'avez pas peur que ce n'est pas dans la brousse, ou vous avez peur des serpents, c'est pas moi, des félins. Alors, cela faisait partie de ce qu'il appelait se nourrir des anges de l'eau. Donc, vous devriez en ces temps-là ne rien manger pendant une journée, pendant 2 jours, pendant plusieurs jours. Je crois qu'on peut faire ça si on a une baignoire chez soi, Oui. ou on a une cuvette. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? On va mettre de l'eau dans la cuvette, on y mettra du sel ou des bicarbonates de soude, pas de sodium. On y plonge ses pieds en termes de recueillement. Mais sauf que on ne va pas boire de l'eau Voilà. qui sert de cette pratique. L'eau, les pieds ainsi plongés dans cette cuvette va obtenir un champ vibratoire qui partira des plantes des pieds, qui sont d'ailleurs, en termes de réflexologie, le recyclage de tout l'organisme. Donc, on aura donc à soigner ainsi toutes les parties du corps grâce à cette pratique. Voilà. Alors, pouvez-vous parler, en parlant de la pratique qui voudrait qu'on mette les pieds dans de l'eau, vous parlez de rester sans manger, donc vous faites allusion au jeûne. Oui. Donc, ça veut dire que quelque part, le jeûne... c'est une autre manière de manger. Parce que lorsqu'on jeûne, on continue à respirer. Donc, on ne jeûne pas totalement. Ce n'est pas un jeûne sec. Parce que les gens parlaient de jeûne sec lorsque les nutriments sont complètement supprimés. Il n'en prend plus, donc pas d'aliments, pas de pain, pas de lait, pas de liquide sous forme d'aliments, par exemple une tisane ou quoi. Il parlait de jeûne sec. Mais lorsque vous jeûnez, vous continuez à manger. Vous mangez d'abord l'air que vous respirez. Cet air va provoquer dans le corps l'élimination de certaines cellules qui seront mangées par d'autres cellules. Bon, parce que il y a aussi les prédateurs dans l'organisme. Il y a un temps normal, chaque cellule se débrouille à vivre. Mais en temps anormal, certaines cellules bouffent les autres. C'est ce qui fait que le poids baisse. Parce que il y a eu les plus fortes des cellules qui ont dit, mais gars, je ne veux pas mourir de faim, je te mange. Résultat, on continue à alimenter le corps même en période de jeûne. C'est pourquoi il est recommandé que lorsqu'on veut jeûner, qu'on déblaye le tube digestif de l'œsophage jusqu'à l'anus, de tous les déchets, et de l'œsophage, on boit un produit qui n'est pas un laxatif, mais qui est épuratif, qui peut entraîner
l'élimination des déchets jusqu'à un niveau, et puis par en bas, on fait le lavement pour avoir hectare, pour sortir des restes des déchets qui n'ont pas voulu sortir et qui n'ont pas voulu quitter le côlon. Alors, on peut se retrouver qu'au cours de cette opération, que les vers intestinaux descendent dans le bidet de manière très étonnante. Voilà. Mais ce serait normal de les voir. Ah, mais normal de le voir ou pas. On va le voir. Ça sera les spaghettis. Quand on voit les spaghettis, c'est les vers, non? C'est comme les vers. Donc, il faut seulement qu'on se mette dans l'idée que c'est les spaghettis, dont les pâtes alimentaires néanmoins. Allez, ça ne va plus être anormal. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on revient juste après pour la suite de notre émission. Oui. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il faut manger pour ne jamais tomber malade, pour toujours être en pleine forme, pour dormir comme un bébé, pour déborder d'énergie toute la journée, etc. Alors voici comment trouver cette alimentation saine. Quand on a un corps sain, en bonne santé, eh bien l'esprit peut se développer à son maximum, il peut s'épanouir. Or, la plupart des produits achetés en supermarché sont transformés, trafiqués, même dans les magasins bio, même dans les marchés locaux. Nos sols, nos rivières, l'atmosphère sont chargés de microplastiques, de nanoparticules, de déchets industriels, de produits chimiques qui polluent toute la chaîne alimentaire. La viande est mauvaise, bourrée d'antibiotiques, de toxines, d'hormones de croissance, sans compter la souffrance animale, qui est une pollution spirituelle, qui devrait d'ailleurs nous couper l'envie de manger des êtres vivants, de manger des animaux. Alors même si une viande bien grillée est appétissante, avec persil, échalote, relevé au poivre, ça, bon, c'est quand même bon, hein, bon. Mais il faut savoir que les animaux, eux, n'aiment pas se faire manger. Et il y a une étude qui a d'ailleurs été faite sur 1000 cochons, qu'on a divisé en deux lots de 500, A et B. Dans le premier lot, dès qu'ils sont devenus bien gras, vers l'âge de 2 ans environ, eh bien, on les a tous égorgés méticuleusement, un à un, et à l'abattoir, la plupart se débattaient et hurlaient comme des porcs qu'on égorge. Mais pour notre expérience, on était quand même obligé de les tuer. Hein. Donc on les a quand même tués, on les a quand même égorgés. On les a dépouillés, on les a dépecés, vidés, et puis on les a mangés entièrement, morceau par morceau. Alors même le sang a été récupéré pour en faire du boudin noir. Alors dans le deuxième lot, on les a laissés vivre jusqu'à leur mort naturelle, sans stress, sans le stress d'un élevage intensif. Ils disposaient d'aires de jeux éducatifs. L'expérience a quand même duré 30 ans. À leur décès, nous avons inhumé ces vieux cochons, ces gros porcs, avec respect et dignité. Eh bien la conclusion, qui en fait est évidente, c'était pas la peine d'attendre 40 ans, tous les cochons du deuxième lot ont vécu beaucoup plus longtemps que ceux du premier lot, ceux qu'on a tués à l'abattoir. D'après les experts, la cause de mortalité des cochons et en général de tous les animaux de boucherie serait due précisément aux bouchers eux-mêmes et aux consommateurs de viande. Alors quand on prend conscience de la souffrance animale, on a tendance à se rabattre sur les fruits, sur les légumes. Mais erreur, grossière erreur. Parce que fruits et légumes, même bio, sont cultivés dans des sols pollués avec engrais, phosphates, sulfates, pesticides, insecticides, des colorants, des exhausteurs de goût, etc., etc. Avant de se faire manger, une pomme reçoit 17 traitements successifs. Nos pommes sont empoisonnées. Certains produits contenus dans les légumes et les fruits nous rendent stériles, stressés, énervés, idiots, abrutis, bêtes. Toutes nos maladies modernes, diabète, cancer, Alzheimer, polyarthrite, les maladies auto-immunes, les allergies, eh bien, viennent de notre alimentation. Et puis, parlons d'un sujet qui fâche. Quand un organisme vivant souffre,
est-ce qu'il le manifeste forcément par des cris? Une araignée, par exemple, qu'on écrase, elle souffre alors qu'elle n'exprime pas sa souffrance. Même chose concernant les poissons, les anguilles, les serpents, les crevettes, les insectes, qui, eux, n'ont pas d'organes vocaux pour exprimer leur souffrance. Mais ils souffrent quand même. On l'a vérifié scientifiquement, en leur plantant des aiguilles dans le cerveau et dans le corps. Arrêtez de manger les anguilles dont les morceaux bougent encore dans la poêle. Arrêtez, parce qu'elles souffrent, même si elles ne crient pas. Quand vous épluchez une carotte, qui nous dit qu'elle ne souffre pas quand on lui retire la peau à vif et qu'on la fait cuire vivante dans une casserole, ce n'est pas parce qu'elle n'exprime pas sa souffrance qu'elle ne souffre pas. On n'en sait rien en fait. Moi je connais le problème puisque j'ai mangé des tonnes et des tonnes de carottes râpées. Alors imaginez, si on râpait une vache vivante ou votre chien. Mais c'est atroce, c'est horrible. 98% de ce qu'on achète est toxique aussi bien en supermarché qu'en boutique traditionnelle. Et même en pharmacie. Alors, nous avions là un élément qui nous parlait de l'alimentation, comment manger. Professeur, la réflexion que nous venons de suivre soulève un problème d'actualité. Nous vivons dans un monde où tout est moderne. On nourrit, ils disent qu'ils nourrissent les terres avec les pesticides, les engrais et autres. Alors, que faut-il faire? Ne plus manger? Ou alors, quelle est la solution pour ces personnes-là qui voudraient bien aujourd'hui avoir une alimentation suffisamment correcte pour leur élévation spirituelle, mais malheureusement qui vivent dans un monde où tout est modernisé, on est dans le gain du profil à tous les prix et par tous les prix? Alors moi je pense que c'est trop compliqué d'entrer dans un supermarché et acheter quelque chose pour manger. Mais c'est pas trop compliqué d'aller au marché même acheter des choses à manger. C'est pas trop compliqué. Parce que dans les supermarchés, ça ressemble à ce que disait Socrate en son temps, quand il critiquait le marché, parce que le pourrissement de la société, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Hein. Le problème alimentaire, il y avait l'influence des rois, l'influence des philosophes, l'influence des leaders d'opinion date de depuis. C'est quelque chose que, si c'est l'histoire de ça qu'on avait à raconter ici, on aurait fait aussi beaucoup d'éditions. Hein. Alors, donc, il disait quoi? Il disait que il déconseillait aux gens d'aller au marché, d'acheter des choses pour manger, surtout. Alors, le roi l'invite, il dit, bon, mais attends, tu es leader d'opinion, comment tu peux oser dire des choses qui, sur le plan social, perturbent le fonctionnement de la société? Toi, quand tu pars au marché, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me dire comment tu te comportes lorsque tu es au marché? Il dit, mais lorsqu'il est au marché, tout ce qu'il voit l'intéresse. Il a même besoin de tout ce qu'il voit, d'intéressant, de tout cela, pour finir, il n'achète rien. Alors, donc, il faut bien savoir aller au marché, mais ne rien acheter. Tu es entré dans un supermarché, tu vois l'achalandage, ça te plaît. Et il y a dedans des gens qui chôment, qui travaillent, ils veulent le public. C'est une manière de les amener aussi à avoir la chaleur humaine. Alors, maintenant, si vous voulez mener une vie spirituelle, dans le vrai sens du terme, ce n'est pas dans les supermarchés que vous allez faire votre marché. Cela ne veut pas dire que rien de bon dans le supermarché, c'est faux. Il y a des choses qui sont nature dans le supermarché. Il y a même des choses transformées qu'il faut absolument payer de ces supermarchés-là. Alors, donc, il faut savoir ce que tu cherches dans la vie. Pour pouvoir s'en sortir au jour d'aujourd'hui,
il faut qu'après l'école, qu'on entre à une autre école qu'on appelle l'école de la vie. Cette école de la vie, c'est quoi ça? C'est la culture générale. Parce qu'un homme qui n'est pas cultivé est autant comme celui qui n'était pas à l'école. Pourquoi? Parce que quand les comptables se rencontrent et commencent à parler de leur imputation de comptes de gestion, d'exploitation, les comptes clients, fournisseurs et tout, mais le médecin comprend quoi dedans? Rien. Il est seul dans le milieu, les autres ne font que dire leurs choses. Dans leur jargon, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est que le compte. En résultat, il est un illettré dans ce milieu, il ne comprend même pas le français qu'il parle. Vice-versa, quand un couple de médecins est avec un comptable et un informaticien, c'est pas moi quoi, un économiste et tout, et qu'il parle des histoires de médecine qui soient montées et descendues, les autres sont là comme des tintins. Par contre, quand tu es cultivé, on parle économie, tu écoutes, tu t'en sors quand même, tu n'es pas économiste, mais tu ne sais pas assez de choses de l'économie, mais tout au moins, il y a une idée de ce que tu écoutes, quelque chose sort de là, ça rentre au niveau de ton cœur, et ça se présente comme un message qui te dit, après que les gens là, ils sont en train de parler d'une chose inutile, ils bavardent seulement, au moins. Alors donc, la culture générale permet d'être pluridimensionnel, multi-casquette, non pour rivaliser d'adresse avec les gens qui ont mis tout leur temps à faire ces cours-là. Parce que par exemple, si on parlait droit, tu ne vas pas connaître le code civil, le code pénal, le code de procédure de ceci ou de cela, en termes des articles qui s'y dégagent. Mais au niveau de la doctrine globale du droit, tu t'y connais. Parce que ça, au moins, ça cadre avec la métaphysique, ça cadre avec la morale. Le droit, pris dans son cadre doctrinal, n'est pas loin de la morale. Là, au moins, parce que tu as fait métaphysique, tu vas comprendre ce qu'on raconte. Bon, bref, la culture générale nous sauverait. Par rapport à l'élément qui venait de passer tout à l'heure, il faut que les gens comprennent que les choses que nous parlons ici dans ces cadres sont des choses mondiales. Ça ne regarde pas que notre société. Notre société, nous, Africains, est en gestation. Certains d'entre nous, c'est maintenant qu'ils commencent à avoir à peu près ce qu'on appelle un supermarché. Alors, nous, on n'a même pas encore atteint le niveau des supermarchés qu'on voit ailleurs, où vous pouvez être dans un supermarché fermé, une boutique fermée, sur 2, 3, 5 kilomètres. Et que vous y entrez, pavillon par pavillon, ou on peut appeler ça comment, hein, vous trouvez rayon par rayon, tout ce dont vous avez besoin des livres, vous avez besoin même de voitures, vous y achetez, vous avez besoin des téléphones, c'est là-bas, vous avez tout genre de marques de téléphones et tout. Nous, on n'a pas encore atteint ce niveau, mais sauf que ces choses-là ne nous servent à rien. Ça nous sert à quelque chose lorsque nous avons besoin de travailler avec, lorsque ça nous apporte quelque chose dans ce que nous faisons au quotidien. Mais ça ne nous sert à rien lorsque nous n'avons rien à faire avec. Donc, l'élément a servi pour faire comprendre qu'ailleurs, on commence à déplorer les dégâts que subit le monde à cause des transformations de mentalité de certaines personnes qui ont industrialisé la vie. On va prendre la peine de répondre aux messages de nos téléspectateurs. C'est le SOS téléspectateurs. Comment faire pour soigner des hémorroïdes externes? Là, on ne doit pas répondre à ces questions. Les gens doivent appeler hors antenne parce que
on doit savoir si c'est dû à la constipation ou au dysfonctionnement du tube digestif lié à des problèmes hépatiques. Alors, comment expliquez-vous le fait que quand je mange beaucoup le soir, le lendemain, en me réveillant, j'ai mal à la côte? Bon, là, je ne peux pas expliquer parce qu'il faut que je sache si vous dormez sur quel genre de matelas. C'est ça, ça compte beaucoup. Il y a des gens qui ne comprennent pas que la nuit ne porte pas bonheur à cause de leur matelas. Voilà. Que pensez-vous des purges ou encore des lavements? Alors, les purges, il ne faut pas les faire à sec. J'entends par purge à sec, ça veut dire tu te lèves seulement un matin parce que tu es constipé, tu te purges. Non. Quand on veut se purger, on doit boire des tisanes laxatives. Et quand ça commence à provoquer une évacuation des déchets de manière liquide, c'est en ce temps-là qu'on doit se purger. Et là, dans le même temps, on arrête cet écoulement et en même temps, on lave le côlon. Voilà. Alors, j'apprécie très bien le développement que vous faites. Nous ne prenons pas des appels à l'antenne. Nous nous arrêtons uniquement à vos messages, mais pas d'appel, s'il vous plaît. J'apprécie très bien le développement que vous faites sur ce thème de mystique de l'alimentation et de la spiritualité. De la mort ne vient que la mort, et de la vie ne procède que la vie. Les aliments vivants alimentant le feu et le froid n'ont pas détruit les nutriments, sont bel et bien ceux-là qui vivifient les cellules de notre corps et les amènent à des fréquences de plus en plus élevées afin qu'on puisse capter les rayonnements de la surnature et donc de se relier à l'esprit. Qu'en pensez-vous? C'est correct, c'est une contribution, on vous remercie vivement. Comment s'alimenter pour guérir des poisons, des poisons de nuit et des poisons en général? Que la personne appelle hors antenne pour qu'on puisse circonscrire bien son problème. Parce que là, ce n'est pas un problème qu'il nous pose par hasard. Sans doute, elle peut être concernée par ces problèmes. Alors, compléments alimentaires et médicaments pharmaceutiques, qu'est-ce qui est efficace pour la santé de l'homme? Bon, alors, le complément alimentaire, on peut donner à ça 30% d'efficacité, les médicaments 0,01% d'efficacité. Complément 30%? Oui, parce qu'il y a que les compléments alimentaires peuvent être transformés de manière artisanale. Là, on a des produits de santé. Mais si c'est transformé de manière artificielle, on n'a pas un produit de santé. Le médicament, lui, ne sera jamais artisanal. Jamais. Donc, ce n'est pas un produit de santé. Parce qu'il ne faut pas confondre la santé à la médecine. La santé, c'est le bien-être. C'est-à-dire l'équilibre qu'on obtient dans l'absence de symptômes, dans l'absence d'infirmité, dans l'absence d'inflammation, de malaise, de douleur. C'est cet équilibre-là qu'on appelle santé. Et ça va même au-delà de simple fait d'équilibre corporel, mais même mental. Parce que si votre épouse est malade, ou bien vous avez perdu un de vos parents, vous déprimez, on vous envoie chez le psychiatre. Pourquoi? Parce que vous êtes malade. Mais vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas en santé, bien évidemment aussi. Mais vous êtes en manque de bien-être. Donc vous n'êtes pas en santé, mais vous n'êtes pas malade. Mais on va vous récupérer à l'hôpital comme si vous étiez malade. Parce que vous ne mangez plus, parce que... Bref, vous n'êtes plus quelqu'un de normal. Donc, il ne faut pas confondre la santé à la médecine. La médecine, c'est des pratiques pour s'attaquer aux infirmités, pour s'attaquer aux épidémies, pour s'attaquer... En fait, c'est le va-en-guerre des Blancs. Parce que le Blanc va en guerre contre le diable. Là où nous sommes à l'église, il ne cherche pas Dieu, mais il combat le diable.
Le blanc à l'hôpital ne cherchait pas à savoir comment fonctionne la santé, mais combat les microbes et les virus. Bon, donc c'est du va en guerre, ça n'a rien à voir avec l'équilibre qu'on recherche pour qu'on soit dans un cadre de santé. Il faut qu'on ait cet équilibre-là, et ce n'est pas à l'hôpital qu'on aura cet équilibre. Donc on ne peut pas dire que le médicament a une portée de santé. Non, ça n'apporte pas la santé. Même si au jour d'aujourd'hui, il y a les médicaments à tout faire, mais ça ne résout pas donc tous les problèmes. Voilà, ou alors ça joue un certain genre, d'une certaine manière, un problème et ça crée d'autres problèmes. Alors, professeur, y aurait-il la constipation de l'urine? De l'urine? Oui. La C'est-à-dire que rétention d'urine n'arrive pas à uriner. sûrement la rétention d'urine. Oui, mais quand on a des problèmes de prostate ou qu'on a un problème de dialyse, bon, du moins des reins, d'insuffisance rénale et tout, on peut bien avoir des difficultés de faire des urines, non? On peut appeler ça aussi constipation des urines. Voilà. Salut à vous au plateau. Après le premier plat, je ne suis pas plein. J'ai toujours envie de doubler. Est-ce dangereux? Parce que c'est fréquent chez moi. Non, non. C'est parce que dès l'enfance, depuis l'enfance, on ne mangeait jamais un plat. Parce que le premier plat représente quoi? Représente la quantité ou bien le plat seulement. Si on bombe le plat jusqu'à ça fait, prenons par exemple le riz, ça devient une colline, mais ça ne sera pas un plat comme l'autre qui a eu un riz à base. Voilà. De même comme un plat, prenons une personne qui mangeait 15 à 20 beignets par matin avec le haricot. Dans ce plat, c'est un plat. S'il double, il va dire qu'il a doublé parce qu'un plat ne lui suffit pas. Il a doublé parce qu'il a pris l'habitude de prendre 2 plats, que lui ne prend jamais un plat. Alors, la toute dernière question. J'ai 30 ans et depuis toute petite, je défèque à peine 4 fois par mois et à l'hôpital, on ne trouve rien d'anormal. Mais je souffre constamment de sérieux problèmes gastriques et rénaux et j'ai des difficultés de conception. Comment faire, s'il vous plaît? Alors, il faut nous appeler hors antenne. Je vous ai dit à l'hôpital, il faut faire 3 jours pour faire une fois les selles pour que vous ne soyez pas constipé. Donc, si 4 jours, vous ne faites pas les selles, si vous faites 3 jours sans faire les selles, c'est là que vous êtes constipé. Justement, si on n'avait pas dit ça aux médecins, il n'y aurait pas de malades. C'est parce que c'est la constipation qui les donne l'argent. Ceux-là qui les enseignent que la constipation est banale. Parce que si on n'est pas constipé, on ne tombe pas malade. Et si on ne tombe pas malade, l'industrie pharmaceutique qui met en place des modules pour enseigner la médecine ne va pas profiter de la formation qu'elle donne aux médecins pour gagner de l'argent. Parce qu'on enseigne les médecins pour prescrire des médicaments et non pour guérir les gens. D'où l'obligation des moyens et non du résultat. C'est là le slogan universitaire. Un médecin, c'est qu'il a l'obligation de moyens. Malheureusement, chaque pays a ses moyens. Le Cameroun n'a pas le plateau technique de la France. La France n'a pas le plateau technique de l'Amérique. L'Amérique n'a pas le plateau technique de la Russie. Donc, ce qui veut dire que même les moyens, là, on n'en a pas. Voilà. Alors, professeur, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Un dernier mot avant de conclure. Alors, le dernier mot, c'est qu'on glisse maintenant vers, vous savez, au Cameroun, on glisse toujours. Donc, on glisse maintenant vers les tempéraments. On va essayer de voir le rapport qu'il y a entre l'être humain et son environnement par rapport à la nourriture. Je crois que il faut qu'on aille vers la conclusion, mais sauf qu'on ne peut pas conclure. Le domaine de l'alimentation est tellement vaste que nous ne saurons promettre aux gens que la conclusion est pour tout de suite. Voilà. D'accord. Donc, nous rassurons les téléspectateurs qui nous ont envoyé des messages et qui continuent à le faire, qu'ils auront des réponses à leurs messages durant la semaine. Et bien sûr, vous pouvez appeler
hors antenne pour avoir sûrement des réponses à vos messages. Nous avons été ravis de vous avoir nombreux ce soir. Nous vous donnons un rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous pouvez réécouter votre émission sur YouTube dès demain matin. Bonsoir à vous.